Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver encore une autre fois pour une nouvelle vidéo qui aura pour objectif d'effectuer ensemble des exercices sur les 7 premiers chapitres du roman Le dernier jour d'un condamné. Et ben, autrement dit, si vous pensez avoir maîtrisé les 7 premiers chapitres de ce roman, cette vidéo vous est offerte. Cette vidéo vous permettra aussi d'évaluer d'une façon très simple la quantité et la qualité d'informations. Mais juste avant de passer au processus d'examen, je vous assure que cela ne va pas vous prendre du temps. Si vous n'avez pas encore découvert ma chaîne, je vous invite rapidement de s'abonner pour recevoir les nouveautés sur le programme de français pour le niveau de première année bac. Et à noter que les nouveautés seront postées à partir de cette semaine, alors n'hésitez pas de les partager avec vos collègues et surtout des pouces bleus de votre part seront vivement souhaités. À très bientôt. Personnellement, je vois un chapitre comme un robot, et pour comprendre son fonctionnement, il est toujours souhaité de éclater un robot et étudier séparément ses parties. Pour le cas d'un texte de n'importe quelle langue, à ma connaissance, il est formé d'un ensemble de paragraphes. Et le rôle de chaque paragraphe, c'est toujours de nous présenter une idée qui peut prendre n'importe quelle forme. Narration, description et j'en passe. Alors, avant de passer aux exercices, nous allons décortiquer ensemble les parties d'un chapitre comme le cas d'un petit robot, puis nous présenterons un résumé qui est formé de mots-clés de chaque paragraphe, comme ça pour donner une idée générale bien efficace de chapitre, et de cette façon, vous allez voir que les questions à traiter par la suite seront pour vous juste un petit jeu. Entraînons-nous à voir le chapitre numéro 1 sous la forme d'un robot éclaté. En tête du chapitre, on trouve le mot bicêtre pour nous indiquer le lieu où il est emprisonné durant la période du pourvoi en cassation qui dure 6 semaines. Juste après, les deux termes condamné à mort, c'est la peine capitale auquel le narrateur est en face, vu qu'il a commis un crime qualifié de capital. Il s'agit du verdict des experts ainsi que le point d'exclamation plutôt vient de nous indiquer qu'il éprouve un sentiment et que le sentiment est toujours négatif, il s'agit d'inquiétude, de terreur, d'angoisse. Alors le point numéro 3, il s'agit du paragraphe qui commence depuis voilà 5 semaines jusqu'à son poids, d'abord pour nous désigner depuis combien de temps le narrateur était incarcéré sur Bicêtre, et de deux, l'influence de l'idée de la condamnation sur le narrateur. Le paragraphe dont le numéro est 4, qui commence par autrefois jusqu'à j'étais libre, déjà autrefois c'est un indicateur temporel pour nous désigner que le narrateur va faire un retour en arrière, il va nous rappeler comment il était lorsqu'il était libre physiquement et moralement. Physiquement, il pouvait partir à n'importe où, et moralement, il pouvait penser à n'importe quoi, n'importe quand. Alors, l'idée numéro 5, c'est une idée opposée à l'idée de celle numéro 4. Alors l'idée numéro 5, le narrateur va nous expliquer à travers l'indicateur de temps maintenant comment il vit sa vie en prison. Actuellement, il est comment? Actuellement, il est captif. Je désigne par P physiquement et M par moralement. Captif physiquement dans un cachot et moralement dans l'idée de la condamnation à mort. La 6e idée, c'est une idée qui vient appuyer, accentuer la souffrance morale. Dans le paragraphe qui commence par quoique jusqu'à qu'un rêve, c'est un paragraphe où le narrateur décrit son obsession par l'idée de sa condamnation à mort, et c'est une obsession qui est tout simplement négative. Alors, pour le paragraphe final, qui commence par eh bien jusqu'à condamner à mort, c'est un paragraphe auquel le narrateur souligne son entourage qui la lui rappelle. C'est-à-dire l'entourage, quoi qu'il fasse en prison, tout lui rappelle la condamnation à mort. Alors, si on se permet de résumer ou bien de recoller tous ces fragments de ces idées, on peut dire, pour retenir, à travers le résumé que je vous ai déjà en même temps mis sur la précédente vidéo, que le narrateur fait un monologue interne, vu qu'il parle seul dans la cellule interne, où il présente la différence entre son passé et son présent.
Toutefois, il y a un petit manque ici que le narrateur décrit encore plus l'impact de l'idée de la condamnation à mort sur lui. C'est pourquoi si on peut aussi se permettre et détailler un peu plus le chapitre, on peut dire que depuis son cachot à Bicêtre, il est raconté que son passé était libre avant qu'il soit condamné à mort. Or, au présent, il est emprisonné physiquement dans un cachot et moralement dans l'idée de la condamnation à mort. Et il décrit horriblement cette idée qui lui empoisonne la journée, matin et soir, réveillé ou et en sommeil. Voilà. Donc comme ça, vous voyez que le chapitre est clair. Rapidement, venons-en voir quelques questions sous forme d'un petit exercice du chapitre numéro 1. Les questions qu'on peut en même temps voir sur ce chapitre, genre où se trouve le narrateur, bien évidemment, il est en tête du chapitre, c'est Bicêtre. Et depuis combien de temps on avait vu sur la partie numéro 3 depuis 5 semaines. Question numéro 2, qu'est-il arrivé au narrateur? Le narrateur il était condamné à mort, il est déjà obsédé par cette idée. Alors, question numéro 3, quelle idée obsède l'esprit du condamné? C'est toujours la même idée, l'idée de la condamnation à mort. Et comment l'avait décrit? Et l'avait décrit à maintes de fois, généralement, c'est une idée qui est horrible. Alors, et au final, comment l'univers carcéral est-il décrit? Lugubre, sombre, sale. De première vue, le chapitre numéro 2 est plus long que le chapitre numéro 1. C'est pourquoi on va pouvoir l'éclater en 3 parties. Le point commun de ces parties, c'est la proclamation de la peine capitale. Quant au point de différence, c'est l'évolution négative de la description à la fois des lieux et de ses sentiments. Alors, voyons voir ça dans la nature de chapitre numéro 2. Alors, avant de la proclamation, c'est-à-dire depuis la partie qui commence de Cété jusqu'au Jontré, le narrateur se souvient comment il avait passé les 3 premières nuits avant sa proclamation. Alors, le narrateur va nous raconter et décrire comment s'est passé les 3 premières nuits avant d'entendre la décision, ou bien avant d'entrer à la salle des assises. Tout d'abord, la partie qui commence depuis Cété jusqu'au d'août, le condamné à mort indique le mois où son procès avait été entamé, ou bien commencé, c'est-à-dire le mois d'août, c'était l'été. C'est un peu bizarre de voir une proclamation à la peine de mort en été, en plein soleil, à 8h du matin, c'est ce qu'il avait dit. Alors ensuite, depuis il y avait jusqu'au des jours, le narrateur décrit dans ce passage ses angoisses en attendant que le jury délibère. Il n'a pas pu dormir les 2 premières nuits, mais il a pu dormir après, mais c'était d'ennui et de fatigue d'attendre. Alors, juste après, depuis j'étais encore jusqu'au Jontré, le narrateur, endormi, a été réveillé par un garde en l'invitant à se présenter à la salle des assises parce que le moment est arrivé pour assister à la proclamation. Alors une fois il était accompagné et arrivé à la salle des assises, depuis la salle des assises, il y eut à son apparition des acclamations, de bruit, des spectateurs qui étaient là présents pour attendre, et pour entendre la décision du juge. C'est pourquoi dans cette partie, le narrateur va nous présenter le jour de la proclamation, comment ça a été déroulé. Alors d'abord, depuis la partie il y eut à mon apparition jusqu'au la jolie fleur jaune au soleil, le narrateur nous a décrit la salle des assises ainsi qu'un préjugement, c'est-à-dire un jugement au préalable, avant jugement des juges, l'avocat qui est venu en voyant que les juges ont écarté ce qu'on appelle la préméditation ou bien l'intention de commettre un crime jugé capital, l'avocat prévoit la condamnation aux travaux forcés à perpétuité, chose qui n'était pas appréciée par le condamné en préférant la mort que ce genre de jugement. Juste après, la partie qui commence depuis tout à coup le président jusqu'au lu mon arrêt, le condamné racontait et décrit la déclaration des juges, qui est la peine capitale. Dans la troisième partie, ou bien sous-partie, depuis condamné à mort, là c'est la surprise qu'elle a reçu le verdict du juge comme un châtiment capital.
jusqu'au fantôme, le narrateur nous décrit l'effet de la déclaration des juges sur ses sentiments. Alors, il commence à décrire à la fois les lieux, comme je viens de dire tout à l'heure, ainsi que ses sentiments de façon vraiment négative, alors que au début, il espérait la liberté. Alors, au final, depuis au bas de l'escalier jusqu'au dans 6 semaines, le narrateur, en sortant de la salle des assises, a été guidé vers une voiture noire qui est supposée le transmettre directement à Bicêtre pour attendre les 6 semaines de pouvoir en cassation. Alors, rapidement, pour rassembler tous ces fragments de ces idées, voyons voir la partie de Je retiens. Le narrateur raconte comment s'est passé avant et après sa proclamation à la peine capitale. D'une autre façon, depuis son cachot, à Bicêtre, le narrateur se rappelle comment a été passée sa proclamation à la peine capitale en relatant comment il avait passé les 3 jours ou bien nuits avant. Le narrateur souligne, c'est-à-dire il attire l'attention, le sang-froid d'une société prête de le condamner à mort. Comment se fait-il que ces juges, bien témoins, ils sont assez souriants, ils sont prêts de le condamner à mort? Ça, c'est vraiment un acte inhumain. Et décrivait alors le changement de ses sentiments, alors qu'elle espérait de vivre, le changement de ses sentiments, d'une personne ayant l'espoir de vivre à une personne désespérée après le verdict des experts. Alors, exerçons-nous rapidement. Exercice numéro 1. Alors, quel est l'événement relaté dans ce chapitre? Donc, c'est à peu près le titre de ce chapitre. Il s'agit de la proclamation de la peine capitale. Alors, question numéro 2. Quels sont les sentiments avant que le narrateur avait avant et après la proclamation? Bien sûr, avant, c'était la joie. Après, c'était le choc. Troisième question, montrer que le narrateur projette sur l'environnement ce qu'il ressentait. Alors avant, le narrateur respirait, palpitait, était joyeux, il voyait que tout était en couleur, mais juste après la proclamation de la peine capitale, tout est devenu noir, tout est devenu blanc, à la couleur, comme il a dit, de la linceul. Et puis, ils avaient même comparé les hommes, les femmes et les enfants à des fantômes. Quatrième question, comment le narrateur a-t-il réagi quand il a entendu la proclamation? C'est tout simplement, il était choqué, il était enfondré. Il avait même dit que sa langue est restée collée sur son palais. Alors pour cette diapo, j'ai décidé de rassembler 2 chapitres. Il s'agit de chapitre numéro 3 et 4. Dans le chapitre numéro 3, le narrateur se donne des excuses pour accepter la peine de mort. Pour lui, il n'y a pas de solution pour vivre avec. La seule solution, c'est de se trouver des excuses, et il y en a 2. Et ces 2 excuses étaient étalées sur 2 parties. La première partie, qui commence par « Eh bien », jusqu'au « devant seront encore », le narrateur présente la mort comme un destin qui peut subir à tout le monde. Pour lui, les humains sont tous condamnés à mort parce qu'un jour ou autre, chacun va mourir, oui ou non. Alors dans la deuxième partie, pour lui, il essaye de voir la mort comme une solution qui est mieux de vivre en prison. C'est pourquoi il préfère la mort, car même s'il reste en vie, les conditions en prison ne sont pas favorables. C'est pourquoi il nous a présenté des exemples, comme le cas de pain est noir, le jour est sombre, le bouillon est maigre, etc. Dans le chapitre numéro 4, le narrateur décrit Bicêtre de loin et de près lors de son transfert du tribunal à la prison de Bicêtre. Alors, vu de loin, le narrateur, dans la première partie, nous a présenté Bicêtre comme un château de roi, et à mesure qu'il approche Bicêtre, il commence à revoir, et il revoit sa première comparaison. Lorsque je dis revoit, c'est-à-dire qu'elle commence à changer d'idée sur la première comparaison. C'est vrai que la première comparaison, elle avait bien décrit, mais maintenant, ça va être décrit de façon assez négative. C'est pourquoi il avait utilisé la comparaison à une masure. Alors, rappelons rapidement comme résumé, chapitre numéro 3, je retiens que le condamné à mort présente 2 prétextes. Les gens sont tous condamnés à mort, un jour ou autre. Alors, c'est une loi déjà divine.
Donc son cas n'est pas une exception. En outre, quoi qu'il reste en prison, les conditions sont défavorables, comme j'ai dit tout à l'heure. Nourriture, niveau intellectuel des prisonniers et personnel. Dans le chapitre numéro 4, depuis sa cellule, le narrateur raconte qu'au moment de son transfert à Bicêtre, depuis la voiture, Bicêtre ressemblait d'abord de loin à un château de roi, mais malheureusement de près à une masure. Exercice. Première question. Qu'en pense le narrateur de la condamnation à mort? Il pense, comme nous venons de voir, que tous les humains sont condamnés à mort. La seule différence, c'est la manière et le temps. Deuxième question, de quoi souffre le narrateur une fois mis dans sa cellule? C'est de traitement, tout simplement. Les conditions sont défavorables. Et il nous a cité le pain, le bouillon, la journée il est sombre, ainsi que le niveau intellectuel des personnages. Là, ça ne mérite pas qu'on leur adresse la parole pour lui. Troisième question, quelle attitude adopte face à cette situation? Il a essayé d'accepter l'idée et voir les bienfaits de la mort pour lui. Alors, exercice numéro 4, pour le cas de la description de Bicêtre de loin et de près. Où le narrateur a-t-il été transféré? Bien évidemment à Bicêtre. Pourquoi? Il est parti pour attendre le résultat du pourvoi en cassation, vu qu'il a demandé le pourvoi en cassation. 2. Que décrit le narrateur dans ce chapitre? Évidemment Bicêtre. 3. Comment s'organise la description? Du cadre lointain vers le cadre rapproché. Comment cet édifice est-il décrit? De loin, majestueux, mais du près, vétuste. L'image dégage la mort. Alors, 5. Relever les indicateurs spatiaux qui organisent la description. Il a utilisé indicateur de loin, ou la vue de loin, et après, de près. Alors le chapitre numéro 5 se présente comme une suite du récit du chapitre numéro 4, c'est-à-dire qu'une fois arrivé sur Bicêtre par la voiture qu'il transportait, le narrateur nous a raconté dans ce chapitre, comme c'est visible sur le résumé, comment il a été accueilli, traité et quelles étaient les faveurs reçues. Ainsi, pour chaque élément que je viens de citer, le narrateur a dédié un paragraphe bien approprié. C'est pourquoi le chapitre numéro 5, on va le répartir sur 4 parties. Une qui représentera comment il a été accueilli, l'autre comment il a été traité, et ainsi de suite. Donc voyons voir les paragraphes. Le premier paragraphe qui commence par à peine arrivé jusqu'au la grève, ou bien de grève, le narrateur décrit comment il était accueilli, brièvement, c'était d'une façon un peu violente, en nous citant la métaphore, et qui est à la fois hyperbole, des mains de fer s'emparèrent de moi. Et plus, il a cité les précautions réservées, qu'ils ont retiré à la fois le couteau, les fourchettes, ils lui ont mis aussi la camisole. Pour le paragraphe numéro 2, et ça commence depuis les premiers jours jusqu'aux une lampe de nuit. Le narrateur décrit le traitement reçu. Alors en disant que d'abord c'était avec une douceur qui était horrible parce que ça lui rappelait que sa position est différente des positions des détenus. Alors puis brutalisé, en disant que heureusement il était brutalisé, comme ça il va se sentir comme n'importe qui en prison. Après, il reçut des faveurs. Les faveurs qu'il avait reçues, ce sont des faveurs liées à son comportement, ou bien son bon comportement. Troisièmement, ça reste le troisième paragraphe, là où il commence depuis tous les dimanches jusqu'au devant vous. Bon, mis à part les faveurs, il a eu la possibilité de sortir chaque dimanche après la messe au préau. Comme ça, il a côtoyé les autres prisonniers. Et avec les prisonniers, il a appris l'argot.
L'argot étant un langage proprement dit, juste utilisé par les prisonniers. Donc pour qu'ils puissent se communiquer avec les prisonniers, il a dû apprendre ce langage. Alors en fin de compte, le dernier paragraphe qui commence depuis du moins jusqu'à d'une chose, eh ben, il a commencé à souligner l'indifférence des autres par rapport à lui. C'est que tout le monde se comporte lui. Lorsque je dis tout le monde, je signale la partie des gardes en prison, le personnel de prison, comme une chose, en disant que le narrateur se sent méprisé car il était considéré comme une chose. Donc, si on permet de résumer l'ensemble du paragraphe numéro 5, on peut dire tout simplement que le narrateur a été mal accueilli, bien traité au début, mais brutalisé par la suite, comme les autres détenus. Reçu des faveurs, plumes, encre, papier, lampe de nuit. Alors, même la disparition de la camisole de force qui paralysait ses bras, et la possibilité de sortir au préau chaque dimanche après la messe. Et aussi, il avait appris le langage des prisonniers, qui est l'argot. L'exercice numéro 5, ou bien du chapitre numéro 5. Comment le narrateur a-t-il été accueilli? On vient de le voir avec une violence. Et je suis votre réponse en citant l'exemple des mains de fer s'emparèrent de moi. Question numéro 2. Comment le narrateur a-t-il été traité dans la prison? Nous venons de le voir. Au début, c'était bien, mais après, il était brutalisé. Alors 3. Quelle procédure a-t-il suivi après sa condamnation? Ça, on l'avait vu, bien évidemment. C'était le pourvoi en cassation. Question numéro 4. Comment le narrateur trouve-t-il les autres détenus? Eh bien, il avait trouvé les autres détenus des bons gens, mais en même temps, ils étaient misérables. Alors, question numéro 5. Qu'a-t-il appris en prison? C'était déjà l'argot. Donner des exemples, il y en a beaucoup. Le tôle, le bourreau, la placarde, c'est la guillotine, et ainsi de suite. Et comment trouve-t-il cela? Le langage n'a pas beaucoup apprécié. Pour la question numéro 6, comment le narrateur se sent-il considéré? Nous venons de le voir tout à l'heure comme une chose. Et quelle faveur a-t-on accordé au narrateur? C'était de l'encre, de papier, des plumes et lampes de nuit. Pour la question numéro 8, qu'apprend-on de plus sur le narrateur qui a été raffiné par l'éducation, qui était jeune, docile, gentil et bien cultivé? Les chapitres 6 et 7 sont complémentaires, dans le sens où un condamné de bonne intention, comme le narrateur, peut passer d'une vision protectionniste à une personne qui ne pense qu'à lui-même. Car dans le chapitre numéro 6, mis à part sa présentation des raisons d'écriture et j'en passe, il souhaite indirectement éviter aux prochains condamnés de souffrir comme lui, en essayant de convaincre et persuader les juges de sa souffrance morale. Alors, dans le chapitre 7, il commence à s'autocritiquer d'avoir pensé aux autres au lieu de penser de se sauver. Ainsi, le chapitre numéro 6, on peut les diviser à 2 parties. Pour chaque partie, le condamné à mort nous explique les raisons d'écriture, et il y en a 2 en grosso modo, alors que dans le chapitre numéro 7, on peut le partager aussi en 2 parties. Dans la première partie, le narrateur nous rappelle déjà son intention de sauver les autres, alors que la deuxième partie, il commence de nous rappeler les choses qui lui manqueraient et commence à penser à lui-même. Alors, voyons voir ça plutôt sur les chapitres. Alors, dans le chapitre numéro 6, le narrateur explique les raisons d'écriture. Pour la première partie 6.1, qui commence par « Pourquoi non » jusqu'à « M'en distraira », alors le narrateur, en pleine monotonie, en sentant de la monotonie l'ennui, autrement, le narrateur écrit pour se distraire. Alors, dans la deuxième raison, sur la partie, là il commence par « Et puis jusqu'au guichetier », le narrateur écrit pour apporter un enseignement sur la souffrance morale aux grands décideurs ou bien les juges pour sauver les prochains condamnés. Alors, cette idée va revenir dans la première partie du chapitre numéro 7, dans 7.1. Donc déjà, le narrateur revoit l'une des raisons, pour ne pas parler des 2 raisons. Alors, et l'une des raisons, c'est la deuxième raison que nous venons de voir sur le chapitre numéro 6. Alors, pour la première partie,
qui commence par qu'est-ce que jusqu'à je suis condamné, le narrateur espère sauver les prochains condamnés. Alors que dans la deuxième partie, comme nous venons de voir, qui commence par pourquoi jusqu'au de son cachot, le narrateur regrette de penser aux autres et demande qu'on s'intéresse qu'à lui. Alors, rappelons rapidement des résumés. Pour le chapitre numéro 6, vu que tout est monotone autour du condamné, il décide alors d'écrire son journal des souffrances pour deux raisons. Alors, pour se distraire, déjà, et pour les autres, c'est-à-dire les autres détenus, le prochain condamné à mort, comme une sensibilisation et un enseignement sur la souffrance morale qu'un condamné peut subir avant son exécution, qui dépasse largement la souffrance physique. Et ce message a été adressé directement au juge. Dans le chapitre numéro 7, le condamné à mort pense de ne plus écrire pour convaincre les grands décideurs et pense qu'à se sauver sa peau, comme on dit en français. Alors, exercice du chapitre numéro 6. Première question. Quelle forme de discours utilise le narrateur? Puisqu'il parle qu'à lui-même, on peut dire qu'il s'agit d'un monologue interne. Question numéro 2. Pourquoi le narrateur a-t-il décidé d'écrire? Il écrit plutôt, c'est pour oublier ses souffrances et communiquer son malheur aux autres. Question numéro 3. Que veut-il écrire enfin? Il voulait écrire déjà un journal des souffrances, et il les a appelés déjà aussi ces écritures procès-verbales, et il a même donné le sens des mémoires. Alors, la différence, juste entre parenthèses, la différence entre une mémoire et une autobiographie ou bien biographie, c'est qu'on commence à critiquer au fur et à mesure qu'on raconte. Chose qu'on ne peut pas trouver sur un roman autobiographique. Généralement, on raconte les faits de façon neutre, comme les faits comme ils ont été déjà passés. Alors, dans le chapitre numéro 7, ou bien l'exercice du chapitre numéro 7, première question. Comment le narrateur se sent-il en prison? Le narrateur se sent coupé du monde. Alors, deuxième question. Qu'espère-t-il obtenir? Il nous a parlé de façon indirecte et il a espéré avoir de la grâce royale. Mais c'était pour lui déjà trop tard parce que les juges ont déjà jugé. Alors, 3. À qui s'adresse-t-il dans ce chapitre? Aux responsables qui condamnent. Pour leur donner bien évidemment une leçon sur la souffrance morale. Et comment le narrateur vit-il en prison? Il vécut de l'angoisse éternelle à cause de l'idée de la condamnation à mort. Et cette angoisse éternelle de la condamnation à mort qui l'a poussé de passer d'une vision, comme je viens de dire tout à l'heure, protectionniste à une vision égoïste. Voilà, donc après avoir visité les 7 chapitres, nous devons être en mesure en principe au moins de donner des idées principales. Vous êtes d'accord avec moi? Et surtout après de s'entraîner sur des exercices. Donc je vous ai sélectionné quelques questions qui me paraissent moi personnellement assez utiles pour chaque chapitre. Alors d'ici là, j'espère que ma vidéo tout de même vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas toujours d'exploser des pouces bleus et de donner votre avis sur les cases de commentaires afin que je puisse encore les intégrer pour les prochaines vidéos. Alors sur ce, je vous souhaite de passer une agréable journée et bon courage. À très bientôt.